Recrudescence de violence dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province de Ituri. L'ONU a exprimé vendredi son inquiétude face aux témoignages faisant état de barbarie. En Tunisie, une délégation de 8 principaux bailleurs internationaux en visite appelle le gouvernement à poursuivre les réformes dans l'intérêt des citoyens de ce pays. Au Burkina Faso, la Chine a inauguré jeudi sa nouvelle ambassade, un signal fort de l'importance que les plus hautes autorités burkinabées et chinois accordent aux relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Un rapport de l'ONU rendu public le mois dernier a estimé que plus de 260 personnes avaient été tuées dans les récentes violences intercommunautaires. Quelques 150 000 personnes ont fui la province de l'Ituri en raison des violences intercommunautaires. Selon l'organisation, leur retour se fait dans des conditions difficiles. Alors qu'un porte-parole de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés faisait état de déchirants témoignages sur les violences barbares, une équipe de l'ONU a récemment pu accéder à la province de l'Ituri après des mois de conflit entre les groupes ethniques Emma et Lendu qui se disputent depuis longtemps les terres dans cette région. Selon le HCR, environ 350 000 personnes auraient fui, notamment après une intensification des violences en décembre, mais en raison d'une relative accalmie, environ 150 000 personnes sont revenues depuis. Seulement, beaucoup de ceux qui sont rentrés ont trouvé leur village et leurs maisons réduits en cendres, jugeant énormes les défis humanitaires dans la région où hôpitaux, écoles ou autres infrastructures clés ont été complètement détruites. Le HCR s'est dit particulièrement préoccupé par le nombre élevé d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dans la région. L'agence de l'ONU a averti que ses efforts pour fournir l'aide désespérément nécessaire dans la région étaient entravés par un sous-financement critique. Les familles des victimes et des représentants de la société civile se sont pressés avec émotion pour suivre les débats vendredi. C'était dans une petite salle du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, dans la ville d'où partit le soulèvement populaire après l'immolation par le feu d'un vendeur ambulant. Quelques 338 Tunisiens ont été tués et 2174 blessés durant le soulèvement qui lança le printemps arabe entre fin 2010 et début 2011. Plus de 6 ans après les faits, les juges spécialisés vont devoir se prononcer sur la culpabilité de 11 personnes, dont le président déchu Zine El Abidine Ben Ali, son ex-ministre de l'Intérieur et des membres de la garde nationale pour la mort d'un ingénieur informatique et d'un étudiant tué par balle après avoir manifesté contre le pouvoir le 14 décembre 2010 dans la ville de Benzel Bouzayan. Ils sont également accusés d'être responsables pour les blessures de 4 autres manifestants et doivent répondre d'homicide volontaire avec préméditation et de tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Aucun des accusés n'était présent à l'audience. Un autre procès visant les responsables présumés de la mort de 20 manifestants lors de la Révolution s'est aussi ouvert vendredi à Kasserine, ville voisine de Sidi Bouzid. Ces procès sont les premiers concernant des victimes de la Révolution, instruits par l'instance Vérité-Dignité, chargée de rendre justice aux victimes de la dictature en Tunisie. L'Éthiopie et l'Érythrée poursuivent leur rapprochement diplomatique. Après le sommet tenu par les dirigeants des deux pays en Érythrée, le président Isaïas Afewerki se rendra à son tour en Éthiopie. Le chef de l'État érythréen conduira une délégation en visite officielle le 14 juillet. Cette visite vise à renforcer la démarche de paix et de coopération entreprise par les leaders des deux pays. Le président érythréen et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont mis fin lundi à 2 décennies d'état de guerre entre leurs pays en signant une déclaration conjointe de paix et de coopération à l'occasion d'une visite à Asmara de Abiy Ahmed.
Les communications par téléphone ont été rétablies entre les deux pays dès dimanche et les liaisons aériennes doivent reprendre mercredi. Toutefois, si l'espoir suscité est immense, il reste encore bien des obstacles à lever pour oublier les tensions passées. Les voisins de la Corne de l'Afrique avaient rompu toutes relations diplomatiques et commerciales après la guerre de 1998 à 2000 qui avait fait quelques 80 000 morts. Le refus éthiopien d'appliquer une décision en 2002 d'une commission internationale indépendante soutenue par les Nations Unies sur le tracé de la frontière avait ensuite entretenu une longue animosité entre les deux pays. Autrefois façade maritime de l'Éthiopie avec les ports de Massawa et d'Assab, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir chassé les troupes éthiopiennes de son territoire en 1991 au terme de 3 décennies de guerre. L'ouverture officielle de la mission marquée par le dévoilement d'une plaque s'est déroulée dans un hôtel huppé de la capitale Ouagadougou où les diplomates chinois se sont installés provisoirement en attendant la construction d'une nouvelle représentation. C'était en présence d'une importante délégation chinoise conduite par le vice-premier ministre chinois. Le gouvernement chinois attache une haute importance au développement des relations amicales avec le Burkina Faso et le président Xi Jinping m'a envoyé pour cette visite au Burkina Faso à la tête d'une délégation. La Chine souhaite être le partenaire le plus fiable du Burkina Faso dans son chemin vers le progrès et le développement. Nous souhaitons aussi travailler avec le Burkina Faso pour renforcer sans cesse notre confiance politique mutuelle, approfondir notre coopération pragmatique et enrichir nos échanges socio-culturels. Ceci permettra de consolider les bases de notre coopération et d'assurer un développement régulier et durable de nos relations. L'ouverture ce jour de l'ambassade de la République populaire de Chine et très prochainement celle du Burkina Faso en Chine permettra au plan politique et diplomatique de renforcer l'amitié entre nos deux pays et au plan économique et commercial de prospecter toutes les opportunités pour une coopération fructueuse entre nos deux économies et nos deux pays. L'ouverture de cette ambassade intervient quelques semaines après le rétablissement des relations diplomatiques et de coopération interrompues 24 années durant. Un signal fort de l'importance que les plus hautes autorités du Burkina Faso et de la Chine accordent aux relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. De nombreuses missions chinoises dont des équipes médicales sont déjà arrivées au Burkina Faso pour la mise en œuvre de projets de coopération, notamment la construction d'un grand hôpital à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré devrait effectuer sa première visite officielle à Pékin en septembre prochain à la faveur du sommet Chine-Afrique. L'est de la capitale égyptienne a été frappé par une forte explosion dans la nuit de ce jeudi. L'incident est survenu près de l'aéroport du Caire. Si aucune communication officielle n'a été publiée, l'explosion a été confirmée par la télévision d'État égyptienne peu de temps après. Cette dernière a ajouté qu'il s'agirait d'une explosion de réservoir de carburant appartenant à une compagnie privée. Selon une source aéroportuaire, l'explosion n'a pas eu lieu dans le périmètre de l'aéroport international du Caire. Et selon une source sécuritaire, aucun vol au départ ou à l'arrivée n'a été affecté par l'incident. Mais la déflagration a été entendue dans les quartiers est du Caire et relatée sur les réseaux sociaux. Elle a été suivie d'un incendie selon des images publiées par plusieurs internautes. Un cordon de sécurité est mis en place et des ambulances et des voitures de pompiers arrivent sur les lieux près du site où s'est produite l'explosion.
En prélude au scrutin du 30 juillet au Zimbabwe, Amnesty International, organisation de défense des droits humains, met en avant la question des droits de l'homme. À partir de 1980 au Zimbabwe, lorsque l'administration post-indépendance s'est lancée dans des persécutions politiques, cela a donné lieu à des assassinats et des disparitions forcées qui ont entraîné la mort de 20 000 personnes dans le Matabeleland. Entre 2000 et 2008, les persécutions se sont poursuivies, les assassinats politiques se sont poursuivis et en particulier en 2008 où plus de 200 personnes ont été tuées avant la répétition des élections de juin 2008. Les Zimbabwéens ne devraient jamais disparaître ou être tués par opportunisme politique. Cela ne doit pas se produire et pour cela, il faut que l'on s'éloigne le plus loin possible de notre passé. Ces élections sont les toutes premières organisées au Zimbabwe depuis le départ de l'ancien président Robert Mugabe de la tête du pays. Very few people acknowledge the human being with the vices and virtues. Peu de monde reconnaissent l'être humain avec les vices et les vertus qu'il nous rappelait souvent qu'il avait. Il était quelqu'un de sensible. Il pouvait être un homme très têtu et un dirigeant très têtu. Mais en général, vous savez, quand il prenait une décision, elle était très bien pensée. Elle était stratégique. Usually, when he took decisions, it was very well thought through. It was strategic. I first met Mr. Mandela in December 1989. J'ai rencontré Mandela pour la première fois en décembre 1989, quand il était encore en prison. Il est venu dans mon bureau et nous avons eu une discussion. Nous n'avons pas discuté des questions que nous allions négocier par la suite, mais j'ai été immédiatement impressionné par l'aristocratie dont il fait preuve, par son calme, par sa capacité à bien écouter avant de tirer des conclusions. Before jumping to conclusions, that what he did and in what I also played my role. Ce qu'il a fait et dans quoi j'ai également joué un rôle prouve au reste du monde que même les conflits les plus insolubles peuvent être résolus si les gens se parlent et s'ils sont prêts à faire des sacrifices et des compromis réalisables et significatifs. Workable and meaningful compromises. Je pense que l'héritage le plus profond qu'il a laissé, c'est qu'aucun d'entre nous n'est libre tant que nous ne sommes pas tous libres. C'est l'un de mes mantras et quand je regarde tout ce qui s'est passé depuis sa libération, depuis sa mort, on a fait des changements, mais il reste encore tellement à faire. Un contrat de 3 ans et demi pour un grand nom du football européen. Avec Wayne Rooney, l'équipe de DC United, actuellement dernière du championnat national, veut inverser la tendance. En attendant des résultats sur le terrain, les fans entrevoient déjà du changement dans les tribunes. Nous espérons attirer des supporters qui ne connaissaient pas forcément l'équipe avant et qui seront maintenant intéressés. Et pour attirer des supporters, Wayne Rooney joue déjà les ambassadeurs dans la capitale américaine en inaugurant le nouveau stade. Je suis ici pour gagner, pour aider cette équipe à aller de l'avant, pour gagner des titres. C'est mon travail et j'espère que dans quelques années, nous pourrons gagner un titre et écrire une page d'histoire dans ce merveilleux stade. Aux États-Unis, le nombre de téléspectateurs regardant le championnat national de football reste bien inférieur aux autres sports. 15 millions pour un match de NFL, 300 000 pour un match de MLS. Mais la fréquentation des stades, elle, ne cesse d'augmenter. Lors des tournois internationaux, l'audience est proche des autres sports de ligue majeure aux États-Unis. Mais il y a des semaines où les rencontres de MLS ne réunissent pas plus de téléspectateurs que la pétanque ou le bowling sur ESPN. Les États-Unis n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde cette année. Mais parmi les jeunes participants à ce stage, certains réfléchissent déjà à l'édition 2026 qui sera organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le football prend de plus en plus d'importance chaque année, surtout lorsqu'il y a des tournois comme la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions. Mais la fièvre de la Coupe du Monde frappe tous les enfants. Nous avons ici des joueurs âgés de 9 et 10 ans qui parlent déjà de participer à cette Coupe du Monde dans 8 ans. Et les États-Unis pourraient bien avoir besoin de ces nouveaux talents pour jouer sa Coupe du Monde à domicile, car la FIFA doit encore décider si les 3 nations organisatrices seront automatiquement qualifiées.